mais j'ai des vieux vêtements qui sont pendus derrière. Tu m'as rien dit en plus. Mais, Le mec, mais il alors, me laisse comment m'afficher te quoi. dire? Voilà l'état du bureau. Bah oui, mais c'est un bureau un peu stylé quand même. Mais y a pas Tu du linge, rigoles? y a pas du linge dégueulasse qui. Ah non, il y a les serviettes du chat qui a foutu sa bouffe à côté. Je te reçois dans mon jus, tu vois. J'aime pas la saleté, mais j'aime bien le bordel. Ouais. Ouais, Bah écoute, je me sens chez moi. mais c'est. Bonjour Marc, comment ça va? Salut Christophe. Alors, une petite Ça interview, va? oui, un petit interview pour lepenserpompier.fr. Puis on va faire ça de manière détendue. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, je te reçois, tu vois, dans ma pièce secrète, dans mon garage, sur Parfait, mon canapé qui date de mes folies étudiantes. parfait, avec la petite guitare, c'est le drapeau de Porto Rico derrière. Ah non, oula, Oh c'est là, le attends, Texas. Ouais, pardon? c'est le Ah oui, Texas. c'est vrai que tu as des relations. Je travaille avec des Texans. Bah écoute, je te propose de te présenter toi-même. Donc, je m'appelle Marc, j'ai 37 ans. Je suis pompier volontaire depuis maintenant 2006. J'ai aussi fait quelques études. J'ai passé mes 2 doctorats sur le sujet, sur mon sujet de prédilection qui est aujourd'hui le monde sapeur-pompier. Mhm. J'ai un doctorat de sociologie des organisations qui parle du management et des organisations des services d'incendie et de secours, mais surtout du service d'incendie et de secours dans lequel je suis pompier, qui est aujourd'hui le SDIS de Saône-et-Loire. Alors je tiens à préciser que je ne parle pas au nom du SDIS de Saône-et-Loire, mais au nom de moi-même, pour éviter les catastrophes. Et mon deuxième et mon deuxième Excuse-moi. et mon deuxième doctorat, c'est un doctorat de chronobiologie Ouais. et sur lequel j'ai étudié l'impact du travail de nuit sur la santé des pompiers professionnels, toujours dans le même SDIS. Ok. Et je suis toujours pompier opérationnel, caporal-chef et moniteur de secourisme quand j'ai le temps. Voilà. Avant les sapeurs-pompiers volontaires, t'as une petite formation Ah oui, qui va j'ai une bien et vie puis t'as des avant, oui. boulots. Oui, bah t'as une vie avant les Je pompiers. me suis matérialisé tel Voilà, le Messie au milieu de la caserne. Bonjour, c'est exact. Marc. La Voilà, solution est arrivée. c'est ça. Je sais pas Donc, si ça leur a fait très plaisir au final, mais dis pas ça. Ils sont très contents de toi, j'en suis sûr. Ça se sent dans les interviews mais d'ailleurs, mais bon, on y reviendra. j'ai travaillé très tôt. Ok, Voilà. Donc, comme tu disais, j'ai fait des portiers lors de soirées privées. c'est bon ça. J'ai fait maître chien. J'ai travaillé dans la sécurité. J'ai beaucoup travaillé de nuit. Mhm. Et c'est de cette époque-là mes premiers contacts avec les à qui je fournissais de temps en temps des Oui, victimes. de la Voilà. matière première. Tu as fait de la taille un peu, non, si je me... Alors j'ai fait un peu de boxe, mais c'était pas moi le champion. C'est un de mes cousins qui lui faisait du free fight en Russie, en Ah oui, professionnel. tu m'en avais parlé, ouais. Voilà, et avec que j'ai poursuivi aussi, voilà, et que j'ai un peu suivi, qui m'a traîné sur les rings. Mhm. Et puis moi de mon côté, j'ai fait du hockey sur glace pendant une bonne vingtaine d'années. Ah, du hockey, ouais. C'est vrai que Voilà. je Et m'étais un après, peu trompé au début. Je me, dis que je me disais que tu avais fait du rugby, mais parce que tu as vraiment t'as une carrure de rugbyman en fait. oui, c'est pas toujours un avantage, surtout pour tracter la barbaque ou le dévidoir, ou pour monter sur les toits. Voilà, je Pour suis pas ce masser. qu'on appelle. Voilà, on me dit Marc, mets-toi en bas de l'échelle pour stabiliser plutôt que. Ou tiens, voilà l'écarteur. Tu vois, les carters. Ah J'ai fait une conférence pour un projet européen oui, sur voilà. l'innovation chez les pompiers. Oui, effectivement, comme je baragouine l'anglais, j'ai pu faire une intervention. Mm. J'interviens à l'ENSOSP aussi pour les mêmes raisons que je réponds à tout le monde. On peut ne pas être d'accord avec l'ENSOSP ou avec ce qui s'y passe, mais c'est quand même le lieu d'enseignement du métier. Mhm. C'est quand même une institution qui fait les choses bien. Je pense, au niveau opérationnel, j'ai pas vu un officier qui sort de chez eux qui s'est plaint de la formation. Voilà. Il y a d'autres choses, il y a des il y a des critiques à faire. Comment tu exprimerais ton parcours professionnel en un seul adjectif? Comme ça, pam, top, c'est parti.
Atypique, mais ça veut tu rien sais dire. quoi, Le clou qui dépasse s'appelle le marteau. voilà. Alors moi, je dépasse beaucoup, j'en ai pris plein dans la gueule, Mhm. mais en même temps, ça va avec l'étiquetage. On aime bien te coller une étiquette. Alors pour pas appeler ça casse-pied ou casse-couille, tu pourrais mettre la même étiquette, on dit atypique. Voilà. Atypique. Voilà, alors j'ai un deuxième doctorat en chronobiologie, Ah oui, c'était ça. Et c'était pas que ça, chronobiologie, et il y avait un autre thème parallèle. chronopsychologie. Voilà. Pareil, Mais dis-moi, c'est la des termes petite. extrêmement stylés tout ça. C'est quoi? Comment ça pète un petit peu? T'arrives, t'es là avec ta table. Bon, J'aimerais bien pouvoir te dire que j'ai trop du style en disant oui, je suis chronobiologiste et que tout le monde se met en pamoison devant moi. Non, ça marche pas. Ça non c'est mais à la plutôt. caserne, mais entre le cours sur la réanimation et puis la manœuvre de la LTT sur le feu de véhicule, si tu dis je fais la chronobiologie, mais les mecs, mais tu n'existes plus, tu disparais, tu t'évaporises. Mais je veux dire, dans le commun des mortels, on va dire du gars qui regarde TF1, si tu veux, il se fait quoi dans la vie? Tu dis moi je fais la chronobiologie. Le mec il a plus faim, il perd l'appétit. D'une manière générale, il perd ses cheveux déjà à la base. Tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est quand D'ailleurs, même tu assez vois. stylé quand même. Au départ, j'étais dans un SDIS Mhm. et j'ai eu la chance de pouvoir le faire dans un SDIS. Et qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que je me suis vraiment, j'ai pris mes plus belles années professionnelles à l'intérieur du service incendie. Mhm. Puis arrive un moment où tu as envie de voir autre chose. Mhm. Et le seul moyen pour moi de rester pompier en faisant autre chose, ça a été de devenir un mercenaire et de me balader de SDIS en SDIS en essayant de dire, regardez ce que j'ai fait là-bas, c'est pas si bête, Mhm. ça fonctionne. Puis ça fonctionne depuis 5 ans, 6 ans des fois. Mhm. C'est solide. Et puis du coup, le seul moyen que j'ai trouvé, parce que à un moment donné, moi j'ai 3 petites filles à nourrir, c'était de monter une boîte pour ça. Pour faire ça, je le ferai, mais gratos déjà. J'assomme pas mes clients avec des tarifs qui sont prohibitifs, alors que certains collègues le font. C'est très difficile, c'est pas quelque chose que je vis bien de faire le mercenaire, pour être honnête. Je suis ravi de faire du bon boulot, mais je suis pas à l'aise avec cette posture-là pour plein de raisons. Aujourd'hui, comme je suis pas tout à fait dans les clous, pour avoir une certaine forme on va dire, de liberté ou une latitude décisionnelle qui me permette de garder mes mouvements et une forme de sincérité dans ce que je fais, du coup, je me suis mis à mon compte. Mais par contre, c'est dur. Honnêtement, c'est très difficile. Ce qui est dur, c'est de faire quelque chose pour lequel, naturellement, t'es pas fait. J'ai beaucoup appris sur moi et sur plein d'autres choses. Quand tu es en dehors du système, tu regardes les choses différemment. Quand c'est ton propre argent que tu mets en jeu pour nourrir ta famille, tu regardes les choses différemment aussi. Ah ouais. Ça veut pas dire que je suis devenu un social traître, tu vois, mais j'envisage le monde avec une palette beaucoup plus large de modèles maintenant que je suis à mon compte, ouais. À quand la chronobiologie dans la FIA? La chronobiologie dans la FI, tu sais, il n'y a pas besoin de parler de trucs trop difficiles. Tu fais des manœuvres en nuit profonde, ça se fait plus trop, mais des manœuvres en nuit profonde, ça pique. Et ça te permet de te rendre compte d'un certain nombre de choses. Les anciens faisaient ça, manœuvre flash. J'ai des traces là un petit peu. À l'instruction BSPP, on nous faisait lever pour faire de la manœuvre à 3h du mat. Oui. Moi, à mon avis, il faut le faire en étant intelligent, c'est-à-dire, c'est pas uniquement se lever pour le plaisir de se lever et dire qu'on est un warrior et que le sommeil c'est pour les faibles. C'est de se dire, tiens, regarde, on va faire la même manœuvre à 16h et à 3h du matin. Et tu vas voir que ton écarteur, il pèse 20% plus lourd. Parce que tes muscles, ils soulèvent 20% de moins. Ou ça dépend des gens. Ou au contraire, tu vas voir que ta régulation de l'appel, elle va être beaucoup plus longue, que tu vas mettre plus de temps à déclencher les bips, etc., etc. Si tu mets pas plus de temps, que tu es beaucoup plus fatigué le lendemain matin et que tu mets plus de temps à récupérer. De la socio, de la psycho, des bases opérationnelles, pas des mecs qui s'écoutent parler dans un cours,
Et quelque chose qui peut être aussi efficace qu'un cerveau, cœur, poumon. Des principes de base pour comprendre comment un groupe se forme, expulse, intègre, comment ça fonctionne, ça, ouais, clairement, très nettement. Je fais ça en tant que consultant pour certains services incendie. Je crois que les gens ne s'en plaignent pas pour l'instant. De toute proportion gardée, j'enseigne pas l'histoire ni la philosophie. J'essaye de rester sur des concepts très très concrets et opérationnels de base. Ces petites bases-là, elles changent la donne. Elles changent la donne au niveau managérial, elles changent la donne au niveau de la caserne, elles changent la donne quand tu es volontaire au niveau de la disponibilité et du turnover que tu vas avoir dans tes recrues. À l'épreuve du terrain, ça fonctionne. De l'éthique, j'avais vu à l'ENSOSP à l'époque, ils avaient un intervenant qui était super, qui s'appelait Jérôme Cernoya, qui s'appelle toujours Jérôme Cernoya, et qui faisait réfléchir justement les officiers sur l'éthique, mais pas sur de la philo prémâchée. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'on dans le métier, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, comment derrière se positionner dans le respect des uns, des autres. J'ai l'impression qu'on apprend que aux officiers à réfléchir. Alors, l'officier, il a un peu plus le temps de se sortir les mains du cambouis. Si tu leur fais la démonstration que prendre le temps de discuter pendant 2-3 jours d'un truc va radicalement changer un problème qui les emmerde depuis des années à la caserne, je peux t'assurer que là, tu convaincs. Tu parles des collègues, là. Débriefer quelle est la réalité du terrain, pourquoi toi tu t'es engagé, pourquoi moi je reste. C'est les bases, c'est le début d'une réflexion et ça reste concret. Et il n'y a pas besoin d'aller parler d'auteurs compliqués. Si les gens veulent creuser, par contre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de filer un petit coup de main. Ça peut être un ancien, un officier, ce que tu veux, quelqu'un qui a envie d'avoir du recul. Pourquoi pas un plus jeune s'il a envie. Mais si tu veux, voilà, je pense qu'il faut pas essayer de penser ça de manière académique. Il faut pas essayer de faire rentrer un modèle extérieur qui nous convient pas à l'intérieur des pompiers. Par contre, créer notre manière de réfléchir dessus, notre manière de démarrer le feu quelque part un petit peu à la base, moi ça m'intéresse et ça me passionne. Et je vais même te dire, qu'est-ce que j'aimerais voir ça plus souvent. Faut pas faire l'amalgame entre rigueur et conformité. Conformité, c'est dans les grandes lignes, si je te prends un exemple, celui que je prends tout le temps, c'est respecter le code de la route. C'est très bien, ça économise l'énergie, ça économise les accidents, ça évite les accidents. Par contre, ça ne te garantit pas d'arriver à destination. La conformité, c'est ça. Nos institutions sont des machines à faire respecter la conformité, parce que la conformité, c'est aussi un moyen d'économiser l'énergie. Donc pendant la départementalisation, je vais parler des services départementaux d'incendie et de secours, qui est assez récente, on a assisté un petit peu à ça. C'est-à-dire une institutionnalisation. Alors je prends des grands mots de sociologue, tu as le droit de me jeter une godasse virtuelle si jamais je jargonne trop. Je vais plus casser mon écran chaud, ça va pas servir à grand-chose. Ouais, ça t'abîmera ton écran, ça te fera les pieds. À une époque donnée, dans un moment donné, ça a eu du bon. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on est too much. Et je pense que derrière, ça nous a un petit peu aveuglés. Et les pompiers, en fait, peut-être qu'on ne fait pas assez attention à ça. Et c'est aussi ce qui m'intéresse dans ta démarche, même si je ne suis pas toujours d'accord, on en avait déjà discuté. Mais c'est que tu essayes de valoriser cette manière de penser, cette culture opérationnelle. Les autres institutions sont pas mieux que nous, mais quand on a les spécificités qu'on a, c'est-à-dire on est physiquement et émotionnellement secoué par ce qu'on voit, alors soit pendant les grosses interventions, et d'autant plus fort qu'elles sont rares et qu'on y est moins préparé, ou alors les interventions du quotidien qui, comme la petite goutte qui tombe sur le front, viennent t'irriter au quotidien. Ça aussi, c'est de l'émotion. Ça aussi, c'est de la frustration. Et l'un dans l'autre, ça fait quelque chose d'un peu explosif. Ça nous empêche peut-être de temps en temps de prendre le temps de conceptualiser ce qu'on sait faire, ce qui est important. Et du coup, on se fait confisquer la parole par des gens qui vont dire « tu rentres pas dans le moule ». Voilà. La plupart du temps, la diversité des profils fait la fiabilité d'une équipe.
Par contre, il faut savoir la gérer. Il faut savoir la gérer et c'est compliqué. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué quand tu acceptes les atypiques, les grandes gueules. Un verbatim, tu retouches pas. Voilà, à la virgule près, tu mets exactement les mots et les hésitations. Tu décris même un petit peu ce que fait la personne pendant que... Oui, mot pour mot, action pour action, donc des verbatim. Je les invite à lire ces articles, qui sont très intéressants. Et donc, ils parlent de l'émotion dans la fonction de sapeur-pompier et l'émotion par rapport à divers sujets, notamment la chaîne de commandement et les espaces sociaux entre le commandement et les hommes du rang. Alors, pourquoi tu parles des émotions dans le métier de sapeur-pompier ? Alors, moi, la question, au tout départ, ce qui m'a motivé, en fait, à venir chez les pompiers, c'est une rencontre avec un autre atypique qui, lui, était directeur départemental, qui était le colonel Michel Marlot, dont le nom fait à la fois sourire et pleurer, parce qu'il est disparu il n'y a pas longtemps. Donc Michel n'avait rien à voir là dans ces entretiens-là, mais il m'avait posé une question. Il m'a dit, moi je comprends pas pourquoi les pompiers sont réactifs en opération et en administration ça devient terrible. Ils sont tout bloqués alors que c'est les mêmes. Donc ils me cassent les pieds, je voudrais comprendre. Et donc du coup il m'avait embauché pour faire ma thèse. Je vais vérifier, mais en fait je me suis laissé porter. Et tout ce que je te raconte, en fait, et que je raconte même aujourd'hui, ce sont des choses qui m'ont été confiées. J'ai été le récipiendaire des confidences de plein de collègues qui, heureusement et malheureusement, se ressemblent. Ça bouge un peu, ça dérange. Des fois, c'est explosif. Des fois, on dit pas, c'est pas dit comme il faut. Mais dans le fond, moi, en devenant pompier, j'étais pas loin d'être d'accord, parce que je vivais la même chose. Si tu voyais certains des entretiens que j'ai eus, où les gens sont d'une lucidité qui est extraordinaire, mais ils n'arrivent pas à en parler avec des mots empoulés. Mais par contre, ils sont tout à fait précis, extrêmement émouvants dans leur manière de parler de certaines choses. Ce qui fait que du coup, voilà, j'ai collecté un petit peu toutes ces confidences-là. C'est un vrai traumatisme pour moi, c'est d'essayer de respecter ce que j'ai vu, ce qu'on m'a enseigné, de pas le trahir, non pas dans le sens je vais raconter des secrets, de pas le trahir dans le sens où c'est tellement compliqué des fois ce qu'on fait et ce qu'on voit, que d'essayer d'en parler, c'est quelque part l'amputer de quelque chose. Moi, j'ai peut-être une capacité à en parler avec des étiquettes diplômées qui font qu'on me donne du crédit, mais je fais que répéter ce que j'ai entendu dans les casernes. Hein. Question qui fâche. Ces recherches, est-ce qu'elles brassent pas un peu de l'air ? Parce qu'en fin de compte, elles font des recherches sur des choses qu'on sait déjà. Quand tu dors pas, tu fais que de la merde. Alors pourquoi les articles sur des thèmes bateaux comme ça ? Est-ce que c'est pas des articles un peu bateaux que tu as fait là ? Déjà, la première chose, c'est quand on pose la question à quelqu'un de qu'est-ce qui est le plus important pour lui dans la vie, il te répond rarement l'oxygène. Voilà, la respiration ou la fonction respiratoire, elle est tellement évidente qu'on n'y pense pas, et pourtant elle est vitale. Ouais. Tu vois l'idée ? Pourquoi je m'intéresse au sommeil ? Parce que il y a des choses qui semblent complètement évidentes, précisément parce que c'est dans l'évidence qu'on oublie le fondamental ou l'essentiel. Et je pense que la nuit pour les pompiers, c'est quelque chose de particulier. C'est là où il y a les plus gros feux. Statistiquement, c'est là où il y a les accidents de la route les plus importants. Statistiquement, c'est là où il y a les accidents chez les pompiers en opération les plus graves, en nombre de jours d'arrêt de travail, par exemple, qu'ils soient pro ou volontaires. Le statut administratif t'épargne pas, malheureusement. Et c'est aussi vraisemblablement une des causes d'abandon du métier. Je m'explique. Avec une collègue, Marina Burakova de l'Université de Marseille, on a commencé à réfléchir un petit peu sur les causes d'abandon. Alors elle a fait une enquête, puis moi de mon côté j'ai fait quelques mesures. Avec son enquête, elle revient en disant la difficulté à tout concilier, la vie privée, la vie personnelle,
la vie professionnelle quand tu es volontaire, la vie sapeur-pompier par-dessus, avec les horaires atypiques, c'est quelque chose qui use les gens et qui les amène progressivement à se retirer. Donc, elle constatait que il y avait certaines personnes justement qui étaient sensibles à ça. Moi, une partie de mes recherches tend à montrer que précisément le fait que ceux qui restent ont un profil particulier qui permet, d'une manière ou d'une autre, de faire face à ce travail de nuit. En fait, moi, j'invente rien, mais ça te montre que ça existe, que c'est important, et que c'est pas des choses qu'on enseigne, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, dès le départ aux recrues. C'est des trucs tout bêtes, comment tu t'organises quand tu es d'astreinte, qu'est-ce que tu dois faire avant de te préparer à aller à la garde. Si tu vas faire 90 km à vélo, il y a des chances que si tu es engagé sur un feu, ça te fasse bizarre après. Donc en fait, le métier de sapeur-pompier, la fonction, pas le métier, la fonction de sapeur-pompier, peu importe où elle se trouve, c'est un espèce de terrain de jeu parfait pour le sociologue en fait. Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand il y a de l'émotion, tout de suite, ça amplifie les choses, ça va amplifier les phénomènes. Donc du coup, ce qui est un peu difficile à regarder ailleurs, là, tu vas le voir comme le nez au milieu de la figure. À chaque fois qu'on intervient, la société, en fait, on la voit défaillir. Donc à chaque fois qu'on sort en intervention, quelque part, on voit un monde qui s'effondre. Ou en tout cas qui n'est pas comme on nous le raconte dans les belles histoires. Et ça, je pense que ça a aussi un impact qui fait que on réalise et on est tout à fait capable de mesurer, ou en tout cas de ressentir la différence entre la réalité qu'on vit et une histoire ou une manière de penser qui va dans la vie, on va dire, de tous les jours pour des situations un peu plus classiques. Donc derrière, ça peut créer une frustration, mais ça peut créer aussi de la lucidité, ça peut créer de l'envie. Et effectivement, l'émotion, au départ, c'est ce qui fait bouger. Et émouvoir, c'est ce qui amène l'action. Le gars qui sait ressentir, il la transforme en un espèce d'organe sensitif, opérationnel. C'est le terme dans le jargon pompier que j'aime bien, c'est stable au feu. Ça brûle, mais ça s'effondre pas. C'est-à-dire que l'émotion, on en fait un espèce d'outil de perception supplémentaire, d'intuition supplémentaire en opération. Et quand ça vieillit bien, ça donne des super gars au niveau opérationnel. Le mental pour soulever des dips ou soulever une barre de développé couché, si tu t'entraînes tous les jours, et si c'est ta spécialité quelque part, tu le développes pas bien. Ouais, voilà, tu as un petit peu une résistance à la douleur. Le courage, ça serait d'aller là où tu ne sais pas faire et là où ça te fait péter un câble. Là où tu vas te prendre une bâche en public devant tout le monde et tout le monde va se marrer. Continuer dans ces cas-là, serrer les dents et te relever dans ces cas-là, ça c'est dur. Ça pique. Et ça, les gens, ils n'ont pas envie de faire. C'est que ça coûte cher en temps, ça coûte cher en énergie et tu en ressors jamais indemne. Donc, mais c'est ce qui, d'une certaine manière, te fait le cuir et te rend légitime. Qui c'est que tu vas regarder, toi, en opération, en te disant, putain, celui-là, il assure. C'est un gars, justement, qui va garder la tête froide, même quand il y a tout qui est en train de commencer à merder. C'est un gars qui va se prendre une grosse baffe et qui va se relever malgré tout et qui s'arrête pas de se battre. Voilà, donc il y a un peu ce côté-là. Et donc, si tu veux, on essaye d'avoir les atours de ces gens-là sans en payer le prix. Alors, on va faire semblant de s'entraîner et d'être trop fort dans des trucs sur lesquels on est déjà trop fort, en disant regardez, vous y arrivez pas. Typiquement avec les gens qui sont pas pompiers, on leur fait croire que c'est tellement trop difficile pour nous de partir en inter, alors tu m'as dit qu'il y avait des gens qui ça plaisait pas, mais moi à titre personnel, j'ai jamais rencontré un pompier pour l'instant qui était triste de partir en intervention et d'exercer son savoir-faire. Alors il y a une molécule très particulière dans le sang qui a une odeur. Cette molécule, en fait, elle provoque chez le prédateur des comportements qui vont être des comportements de prédation ou d'attaque.
Alors que chez les proies ou chez des gens qui sont peut-être qui peuvent être soumis à un certain stress, ben ça va déclencher des réactions d'inhibition et de fuite. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que l'être humain, même s'il est devenu un prédateur au fur et à mesure, il lui reste encore, en fait, il réagit, l'odeur du sang spontanément le fait réagir comme une proie. C'est-à-dire, il a les mêmes réflexes qu'une petite souris, enfin quasiment. Voilà, la petite souris, elle va avoir une réaction qui va l'amener à faire fuir. Et ben, t'as des réactions qui vont être des réactions de retrait, de protection liées à l'odeur du sang. Donc ça veut dire que cette odeur-là, elle n'est pas anodine et que ben moi, pour y avoir été exposé une fois ou deux, bien comme il faut, parce que j'ai pataugé même dans le sang une fois ou deux, j'en ai un souvenir très marqué. Ouais. C'est une ambiance assez particulière, les ambiances de gore comme ça, les meurtres, des trucs comme ça, j'en ai vécu pas mal, les SPP. C'est intéressant cette recherche parce que est-ce que ça serait pas un élément de plus à intégrer à une éventuelle formation dans le futur, si on sait qu'à un moment donné, dans chacun de nous, se cache à un moment donné une potentielle, on va dire, faiblesse par rapport à la fonction qu'on pourrait déjà à la base entraîner. Est-ce qu'on pourrait pas à un moment donné forger une certaine accoutumance à la présence du sang? Et justement, lors des premières interventions de l'arrivant, peut-être justement éviter cette espèce d'effet de prostration face à l'accident de circulation où il y a fait une boucherie en fait. Les premières recrues, quand au bout de 2 semaines, on t'enfermait dans une salle dans le noir, en groupe, et ils te balançaient les 100 photos gore des interventions, des mecs qui sont passés sous le train, machin, etc. Ils te montraient des trucs vraiment voilà, hardcore, quoi. C'est des vidéos BSPP. Est-ce qu'on a besoin parce que pour un gars qui est pas préparé, ça peut laisser des traces d'un point de vue psychologique. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver là pour forcément faire ça? Tu sais, une main sur l'épaule au moment où ça va pas, en disant t'inquiète pas, t'es pas tout seul, petit gars. On débriefe en rentrant, ça va bien aussi et c'est pas malveillant, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, il faut plus s'amuser à faire le mariole, à rester tout seul dans son coin. C'est dangereux dans la mesure où quelqu'un qui va être touché par ça, en opération, il va plus être sûr de lui. S'il met du temps à se reconstruire, ben ça fait une personne en moins dans le groupe opérationnel, etc., etc. Il faut voir ça, il faut arrêter de faire là-dessus le musclore, là. Et il faut raisonner dans la durée, il faut raisonner capacité opérationnelle du centre de secours. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le repérer, le traiter, dans une logique de réarmement un petit peu de ton effectif opérationnel. Et c'est pas forcément toujours des collègues qui sont capables de le faire. Quand tu y es, tu as une forme de sidération dans l'instant, et tu fais les trucs. Ouais. Parce que tu les as appris par cœur. Parce que poser un collier, tu sais le faire, parce que ça fait 25 fois qu'on te l'a fait poser. Alors, les collègues au retour d'intervention, c'est bien. C'est très bien aussi d'avoir un dispositif avec des gens dont c'est le métier et qui savent ce qu'ils font. Un chercheur qui parlait de la féminisation de la profession, et en fait, il avait fait des entrevues en fait pour donner un peu de matière à son pamphlet de 10 pages qui disait qu'il n'y avait pas assez de femmes pas assez de femmes dans le métier de sapeur-pompier. Il a mis l'accent il a mis vraiment l'accent sur les expressions qui vraiment qui donnaient matière à définir le macho, à corroborer tout son développement. Limite, il aurait mis entre parenthèses, pendant ce temps-là, le mec se gratte les couilles. Enfin, tu sais, les trucs. On a des collègues justement qui sont précis, qui ont aussi du vocabulaire, qui savent expliquer des choses des choses complexes de manière et simple à la fois. Et donc on ressentait en fait dans l'entrevue des émotions. Mais ce que le gars là, il sortait la Pfefferkorn, c'était un alibi à son alibi pour sa recherche moisie, quoi. Moi, mon pompier intérieur a eu 2-3 moments où il a sauté sur place en disant bah il y a pas que ça quand même, et ce qui est montré, c'est sûr que c'est une facette un peu caricaturale, mais honnêtement il y a aussi des moments où on a des champions du monde dans nos casernes. Ils existent aussi, ces gens-là. Oh, mais on a des champions du monde partout. Enfin, je veux dire. Mais ils sont peut-être pas champions du monde de l'explication, mais peut-être que dans le fourgon, ils font tout à fait la maille. Envoyer des étudiantes faire le travail à sa place, en sachant que justement, tu vas aller dans un milieu
un peu viril, un peu macho parfois. C'est un petit peu, bon, voilà, de la provoque. Ceci dit, la provoque, ça marche bien, Christophe, parce que Bah, tu utilises un petit peu le même, tu utilises un peu le même truc. Non, non, ce qu'il faut accepter, c'est parfois une critique qui te fait chier, qui est celle où t'as pas envie d'aller regarder et de quand même aller y voir. Voilà. Généralement, quand on s'énerve, c'est qu'on sait pas faire. mhm. Le corps humain, il est pas bête, hein, il déclenche les défenses. L'énervement, c'est pour soit te battre, soit pour fuir. Donc ça veut dire qu'il a détecté quelque chose qu'on sait pas faire. Est-ce qu'on va réussir à faire changer d'avis les gros machos moustachus de nos casernes avec ça? Non, clairement, et ça, c'est pas la bonne manière de procéder. Et là, je vais dans ton sens. Si tu veux, c'est pas en énervant les gens qu'on arrive à quelque chose ou à leur faire comprendre un autre point de vue. Je l'ai appris à mes dépens. Je suis le premier à avoir agacé à mort tous mes interlocuteurs pendant des années. Mais justement, peut-être que tu vois la remise en question là-dessus est intéressante. Ah, alors, tu parles, on parlait donc de c'est un vrai sujet, oui. ceci. Donc l'émotion. Il y a le meilleur et le pire. Le meilleur d'un point de vue opérationnel. Aujourd'hui, tu peux avoir accès à des informations sur la zone d'intervention qui sont quand même assez intéressantes. Il y a beaucoup de services incendie qui se lancent un peu là-dedans dans les médias sociaux en gestion d'urgence. Il y a des choses qui sont en train de se faire sur les réseaux sociaux qui sont très bien. Et quand tu vois que tu as la chance d'obtenir une vidéo ou une photo de la zone d'intervention et que tu comprends pourquoi ton chef d'agré il a la voix un peu étranglée, parce que c'est Armageddon, et du coup tu dimensionnes tes moyens, au lieu de le faire en 3 fois, tu le fais en une. Je trouve que ça a du sens. Moi, là où je trouve que... Alors, c'est pas un avis de sociologue, c'est un avis de pompier. Je pense que le métier de pompier, ça doit être la discrétion. Moi, il y a des trucs que j'apprécie très moyen, c'est de retrouver sur des réseaux sociaux des photos d'intervention des gens, par exemple, de ma caserne. Ça me gonfle. Ça m'ennuie. Voilà, ce manque de retenue. Et ce manque d'éducation aussi, parce qu'en fait, on te l'explique pas. Alors, on te dit le devoir de réserve, et après, les pompiers entre eux, mettent de l'anonymat à des gars qui s'engueulent déjà dans une caserne, et puis tu peux imaginer comment ça peut déborder. J'ai l'impression que et l'anonymat et l'immédiateté ne flattent pas toujours le comportement humain. C'est-à-dire que tu vas réagir dans l'instant sans prendre de recul. Je suis ennuyé parce que je vois que ça traduit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'immédiateté et de l'impossibilité qu'ont les gens aujourd'hui de se contrôler au niveau de leurs émotions là-dessus. Par contre, c'est intéressant dans la mesure où quand tu crées une forte émotion, c'est que tu as touché quelque chose d'important. Ta technique, alors, c'est du troll, hein, mais c'est aussi de ce qu'on appelle en sociologie de la provocation expérimentale. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ta petite expérience te montre que, premièrement, l'incendie, c'est quelque chose d'important. Et à mon avis, symboliquement, de montrer que quelque part on réagit vite et puis avec véhémence là-dessus en apportant de l'argumentaire, bah, ça montre aux gens que tu es incendiologue troisième dan. Voilà. Ceinture noire d'incendie. Non, mais c'est ça. On a besoin de surenchérir à mort là-dessus parce que c'est devenu symboliquement quelque chose d'important. Le baroud, quoi. Rien que le fait qu'il ait participé au feu, c'est-à-dire tu peux pas juger. Si t'étais pas là, ça c'est un truc que j'avais remarqué, je l'ai repris dans mes commentaires, t'étais pas sur les lieux, tu peux pas critiquer. Tu peux critiquer ce qu'on te présente, mais c'est ce qu'on te présente. Vu sous cet angle-là, voilà, le feu était comme ça. Tu as ce qu'on appelle, en sociologie, tu as ce qu'on appelle la parure. Par contre, quand tu es en face à face, tu es à portée d'engueulade. Donc tu peux subir les conséquences de tes actes, tu peux subir les conséquences de ta provocation en direct. Donc ça calme les ardeurs. Ce que tu n'as pas dans les réseaux sociaux, tu n'as que le travail de parure, de façade, voilà, et tout le monde a envie de ressembler au plus beau, au plus fort, et de faire croire aux autres que c'est le plus malin. L'Internet t'épargne de la sanction physique ou sociale
de subir quelque part les conséquences Mm. de ton comportement. Donc, ben, ça émancipe tout un tas de gens qui l'auraient pas fait, auraient été frustrés, auraient fermé leur gueule. Ben là, ont des velléités de s'exprimer et de devenir des Cyrano des réseaux sociaux. Mm. Aujourd'hui, pour moi, je vais te dire quelque chose qui m'agace. Ouais. On n'est plus foutu de former correctement les gens. On n'a plus assez d'heures pour nos formateurs. Et on a des colliers cervicaux qui sont mis de traviole. On a des gens qui font du penciling ou des toses sur des portes de placard alors qu'il n'y a pas de volume derrière. Ça existe en opération. Les bases, aujourd'hui, moi je commence à être inquiet parce que ces bases-là, elles sont sérieusement attaquées et je suis plus trop à l'aise. Alors, je dis pas qu'il faille pas s'intéresser à d'autres choses, et ce sont des éléments qui sont importants, mais les fondamentaux aujourd'hui opérationnels, ça c'est le moniteur de secourisme qui fait son coming out là. Je suis plus inquiet là-dessus. Alors je suis d'autant plus inquiet que ça se passe partout. Le geste, on ne sait plus pourquoi on le fait. Quand tu demandes à quelqu'un pourquoi il met à une recrue, pourquoi elle met un collier cervical, ben parce qu'il faut le mettre. Voilà. Moins de choses, mais mieux. Au niveau opérationnel, j'ai peur qu'aujourd'hui, on perde un certain nombre de choses. On n'a plus assez de temps pour s'entraîner sur les bases. Parce que tu parles d'innovation, c'est-à-dire de faire rentrer des pratiques qui existent ailleurs, mais qui n'existent pas dans ton groupe opérationnel à toi. C'est littéralement innover, c'est amener de la nouveauté. Et la nouveauté vient remettre en question les habitudes. Quand tu es dans un métier, où l'expérience et l'habitude, c'est aussi une manière d'être fiable. Alors, trop d'habitude, tu l'habitude, on est d'accord. Tant que les gens n'ont pas réalisé, et généralement c'est avec un accident, mais qu'ils n'ont pas vécu quelque chose ou qu'ils n'ont pas pris conscience de l'importance de la chose, ils vont pas aller vers cette solution, ils vont pas l'adopter. C'est ça que je comprends pas, ouais. Parce que toi, vraisemblablement, ça fait un moment que tu as la cervelle qui turbine, tu as une conception du métier, tu as un idéal du métier qui est le tien, et ça te permet de te projeter, ça te permet d'aller voir des hypothèses, ça te permet d'avoir envie d'aller chercher quelque chose et de diffuser une manière de réfléchir. La démarche est une démarche de quête de connaissances sur le métier. Mais il y a des gens qui n'ont pas ni cette envie-là, parce que quelque part, la tranquillité affective, le quotidien, etc., c'est protecteur, ça leur va très bien, qu'il n'y ait rien qui change. Et qu'il y ait un Ben Fegoul qui arrive en s'énervant, ou un Riedel, ou va savoir quel autre Zozo, ou un Marlowe à son époque, ben ça emmerde, quoi. Il va falloir faire des efforts, apprendre un nouveau truc, ça veut dire remettre en question tout un tas de trucs. C'est fatigant, et je peux comprendre que du coup, il y ait des gens qui soient énervés. Mais tu vois justement l'importance d'avoir un idéal, l'importance de se poser des questions sur le métier, l'importance de posséder de la connaissance sur ce qu'on fait et pas se faire dicter une loi par d'autres qui vont te dire mais non, ne bougez rien, vous inquiétez pas, jusqu'ici tout va bien. Et puis derrière, tu te retrouves avec des camions qui partent plus la journée, des mecs qui savent plus mettre des collets cervicaux et tu te poses des questions. Je pense que c'est aussi ça qui fait que toi, tu te poses plein de questions là-dessus et qu'il y a peut-être de tes auditeurs qui s'en posent. Qu'on réagisse dans l'instantané, sur du technique, oui, ok, on va faire progresser les choses, mais il faut se projeter plus loin. Quels sont les fondamentaux de notre métier? Ça, c'est quelque chose qui va faire, à mon avis, une différence et qui fait que derrière, tu vas être intéressé précisément pour aller chercher des trucs en te disant, putain, c'est vachement intéressant les techniques d'extinction qu'ils ont en Suède, je trouve que c'est quand même sympa. Ou alors, putain, en Allemagne, c'est intéressant ce qu'ils ont fait avec les rideaux à fumée. Question, pourquoi on fait ça? Pourquoi on le fait encore? C'est une vraie question. Pour se poser des questions, il faut apprendre à s'en poser. Alors justement, est-ce que dans les formations, on va dire pour les jeunes arrivants, il faut leur apprendre à se poser des questions? Quand je suis arrivé, alors c'était pas toutes mes formations, mais j'ai eu certains de mes formateurs qui m'ont dit Marc, réfléchir c'est désobéir. Ou alors, un chien, une niche, si les oreilles dépassent, on les coupe. Okay. Ça veut te dire une chose, ça veut te dire, sois conforme, nous emmerde pas, et ça va bien se passer pour toi. Donc quand tu formates les gens comme ça, la conformité, tu vois,
on en parlait tout à l'heure, quand tu as une logique de conformité et pas une logique de pertinence, ben derrière, tu innoves pas. L'innovateur, ça va être le déviant, ça va être celui qui remet en cause ce qui est conforme, ce qui est habituel. Donc c'est quelque chose qui va être extrêmement fatigant, être un innovateur. Si tu identifies pas ces fondamentaux-là, tu peux pas dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse rentrer ou Bah pas, oui. et tu risques de faire rentrer des nouveautés qui n'en sont pas et qui vont être encore plus merdiques que ce qu'il y avait au départ. Les fondamentaux sont pas assurés. Donc je pense qu'à un moment donné, l'innovation, finalement, ça serait de revenir à une forme d'organisation qui nous permette de remplir tout simplement nos missions, de manière fiable. Il faut que ça ait du sens. Il faut que ce soit lisible par le premier Pékin venu, la première recrue venue qui dise tout de suite ah ouais, je vois ce que c'est être pompier. Quitte à l'enrichir avec un ou deux fondamentales locales du centre. Ben ici, il vaut mieux que tu joues au rugby parce qu'on joue tous au rugby, puis que pour t'intégrer c'est mieux. Ou alors ici, il faut que tu sois amicaliste et que tu fasses tes calendriers ou je sais pas quoi. Pourquoi pas? Mais par contre, les fondamentaux opérationnels doivent être présents. Et du coup, comme on est occupé à perdre de l'énergie et du temps à des choses qui n'ont pas de sens, eh ben on n'en met pas sur des choses qui en ont, et donc on répond pas à tes questions. Pourquoi on s'occupe pas de ça? Comment on fait pour mieux éteindre un feu, recruter des gens qui sont dispo la journée, les former pour qu'ils mettent bien correctement les colliers cervicaux et qu'ils fassent une extinction à peu près potable sans inonder la moitié du bâtiment. Voilà, donc ça c'est des vraies questions pour moi. Aujourd'hui, elles ont plus trop de réponses. Ça m'inquiète. Les officiers, je les attaque pas. Ils sont victimes du système de la même manière. À qui la faute? Il n'y a pas de qui. C'est pourquoi la vraie question. Pourquoi on en arrive là et comment on peut changer les trucs. Pour moi, les officiers, je peux t'assurer que pour en accompagner beaucoup, ils sont pas plus contents que les hommes du rang. Par contre, ils sont dans la merde parce qu'ils disent putain, les gars, on les comprend, mais on a notre posture, il y a de la loyauté, etc. C'est ce qu'on appelle en psychologie des doubles contraintes. On te demande de faire une chose et en même temps son contraire. Tu risques pas de réussir. Je pense qu'on est dans la même merde. À un moment donné, on est dans le même bateau. Je veux surtout pas cracher sur eux. Ils sont mal, comme les mecs sur le terrain le sont aussi, à leur manière. Du coup, ils gueulent plus vite. Du coup, quand tu es sur le terrain, ben, qu'est-ce que tu vois? Vu de ta fenêtre, tu vois un officier qui te gueule dessus. Tu dis putain, il fait chier celui-là. Mais s'il te gueule dessus, c'est qu'il est tout aussi mal que toi. Aujourd'hui, on dépense plus d'argent à assurer des procédures qui n'ont pas de sens, si tu veux, que à s'occuper du cœur de métier. Et ça, c'est contre-productif. Quand un chef de centre, aujourd'hui, au lieu de s'occuper de ces mecs et d'être sur le terrain, à les accompagner, à travailler avec eux justement sur des problématiques opérationnelles, ben on lui demande de compter les médailles alors que le service RH les a déjà dans un coin mais que ça l'ennuie d'aller chercher, parce qu'ils ont 20 000, pas leur faute, mais parce qu'ils ont 20 000 bases Excel différentes et qu'ils savent pas où c'est, que le gars qui s'en occupait est parti puis il a pas transmis les infos, etc. On en arrive à des extrémités comme ça. Donc le chef de centre devient une boîte aux lettres administrative. C'est plus le manager opérationnel. Les gars sur le terrain râlent, etc., etc. On perd du sens, on perd du temps, et on a des gens qui souffrent à tous les étages. Ça, j'apprécie pas. Le risque, c'est de tomber dans le ressentiment les uns vis-à-vis des autres, de trop critiquer le système, ça ne marchera pas, de trop critiquer la base, ça ne marchera pas, gueuler comme des putois des deux côtés, ça ne fonctionnera pas. Donc comment aujourd'hui on se rencontre, on se pose, comme on est en train de faire tous les deux, à discuter et à se dire tiens, comment on peut faire pour que ça s'arrête? Il y en a marre là, voilà. Tu vois l'idée? S'appuyer sur le savoir-faire des gens sur le terrain. Ce sont pas des idiots sociologiques, ce sont pas des idiots techniques. Ils connaissent leur métier. Par contre, il faut les aider, voilà, justement, à s'exprimer et à trouver du sens dans ce qu'ils font. Voilà. Écoute, ça a été un vrai plaisir de t'interviewer. Et puis j'ai envie de te dire à la prochaine. Mais bon courage à toi pour la suite sur Intervention. Et puis dans la vie de tous les jours. Merci. Salut Christophe. Ciao Marc.